Et encore une fois, vous ne pouvez pas ne pas reconnaître que sur les 30 dernières années, les communautés musulmanes... Mais est-ce qu'il y a des gages à donner? Oui, je vais répondre à ça. C'est pas des gages. C'est pas des gages. Non, c'est pas. On n'a pas nous à donner des preuves de notre citoyenneté et de notre bonne appartenance. Je vais même vous dire pourquoi. Parce que si vous observez les 30 dernières années, vous allez vous apercevoir d'une formidable évolution des mentalités parmi les musulmanes et les musulmans d'Occident. Aujourd'hui, en Allemagne, comme en Grande-Bretagne, là où je suis à Oxford, mais aussi en Allemagne, vous avez des mosquées qui se sont construites avec un goût totalement occidental. Ça n'a pas empêché les mouvements d'extrême droite de manifester devant la mosquée en disant c'est l'islamisation de l'Allemagne. Donc, jusqu'à où ça va aller ces gages? C'est-à-dire que même quand on fait l'effort de la créativité artistique qui consiste à faire des mosquées qui soient au goût culturel, eh ben ça gêne encore. Parce qu'en fait, la question, elle n'est pas là. Quand le parti l'UDC, en Suisse, lance l'opération contre les minarets, 99% de son discours, c'est les musulmans ne s'intègrent pas à la loi commune. C'est-à-dire c'est ça qu'il y a derrière les minarets. Donc il faut faire attention des musulmans, que ce soit Tarek Oubrou ou d'autres, qu'ils ne répondent pas à la surface de la question en oubliant le fond du problème. Mais est-ce qu'ils ne répondent pas justement au fond du problème? Non, le fond... Quand même... Là, je parle pas des extrémistes, ni d'un côté ni de l'autre. Je parle des gens du milieu, de la majorité. La majorité des musulmans, la majorité des citoyens non musulmans. Ceux qui doivent s'entendre, ceux qui peuvent s'entendre, pas des extrémistes. Est-ce que pour eux, dans ce terrain-là, le terrain de la majorité, est-ce qu'il n'y a pas des gages à donner qui vont être des gages de bonne intégration? Mais je ne crois pas qu'il y ait de gages de bonne intégration à donner. Je ne pense pas même qu'on puisse discuter dans ces termes-là. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il s'agisse de gages à donner. Pour une raison simple que vient de rappeler Tariq Ramadan, qui est que il s'agit ici de citoyens français, et de citoyens français de plein droit et de plein exercice. Et que parmi les droits élémentaires du citoyen figure évidemment la liberté de culte, qui est l'un des grands principes d'ailleurs qu'organise la laïcité à la française, c'est la liberté du culte. Or, la liberté du culte comporte une dimension qui est une dimension publique, c'est une dimension concernant non pas le droit public, mais concernant l'espace public. C'est-à-dire que la liberté de culte implique des libertés de réunion, de lieu, de construction, etc. Alors après, il y a évidemment, de la même manière d'ailleurs que pour tous les autres, des règles qui sont des règles d'urbanisme, des règles qui sont des règles, bon, toute une série de règles qu'il faut respecter, mais je crois que plutôt que d'essayer de prendre en quelque sorte un certain nombre de traits comme ça, et de polariser dessus, effectivement, des réticences, des peurs, j'en conviens, mais qui sont en partie infondées, la responsabilité politique, j'en reviens toujours à ça, la responsabilité politique consiste, à expliquer comment et pourquoi ces peurs sont infondées, et à créer les lieux où, précisément, ces questions devraient pouvoir être débattues tranquillement, de manière apaisée, de manière un petit peu, constructive. Pourquoi ne pas, par exemple, à l'échelle locale, essayer, quand il y a un projet de mosquée, trouver les moyens d'une concertation avec ceux que ça révulserait. On peut penser que certains peuvent être révulsés, mais je ne crois pas que... D'abord, quand les Occidentaux ont construit des églises, ou ont construit un certain nombre de bâtiments religieux à l'étranger, et notamment dans les pays musulmans, ils n'ont pas adopté en général le style local, sauf parfois dans quelques cas, mais la plupart du temps, ils ont construit des églises de façon très traditionnelle, etc. Et les pays où il y a des églises n'en sont pas particulièrement enlaidis. Donc je ne vois pas pourquoi le fait qu'il y ait des mosquées avec des minarets, si c'est ça l'idée que veulent avoir un certain nombre de gens, serait en soi particulièrement scandaleuse. Tariq Ramadan. Oui, non, encore une fois, moi je pense que, d'abord je suis d'accord avec cette thèse, qu'il n'y a pas de gage à donner, et que je pense qu'aujourd'hui, si on s'en tient aux faits et aux chiffres, très clairement, il faut arrêter avec les perceptions, les faits et les chiffres. Des millions de musulmans européens, aujourd'hui, sont européens de confession musulmane, respectent les lois, connaissent les langues du pays et n'ont aucun problème. Vous avez dit la très grande majorité, vous avez raison. Maintenant, attendez, il ne faudrait pas qu'au nom qu'on oublie ça, qu'on ne regarde que les quelques éléments qui posent problème, et au nom de quelques éléments qui posent problème, il faudrait que l'ensemble de majorité ajoute des gages, prouve sa citoyenneté et soit dans un constant travail de approuver. Non, moi je vais vous dire une chose, je pense que esthétiquement, éthiquement, culturellement, personnellement, dans ma présence en Europe, j'estime que ma présence est un don, que c'est un cadeau. J'ai énormément pris de l'Europe, mais je pense pouvoir lui apporter une autre dimension aussi qui est esthétique. Mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir travailler sur l'altérité. Non, c'est pas eux et nous. Mais par exemple, pouvoir avoir des lieux
des mosquées, parce que ça c'est aussi très important, dans quelle mesure aussi toute notre expérience européenne et occidentale va aider les musulmans dans les sociétés majoritairement musulmanes. Il faut aussi s'en rendre compte. Laissez-moi terminer juste sur cette question-là, parce que effectivement c'est très important de se rendre compte que mon vrai travail, c'est de désarabiser culturellement l'islam. Et pourquoi? Mais parce que là, il y a une OPA culturelle sur l'islam par des sociétés. Et ça vous pose un problème? Mais bien sûr. Pourquoi? Mais évidemment, parce que l'islam, s'il est universel, doit agir avec la diversité culturelle et composer avec la diversité des sociétés. Je ne veux pas arabiser les Français musulmans. Je ne veux pas arabiser les Européens musulmans. Je veux que les Européens de confession musulmane soient européens. C'est-à-dire que sur le plan artistique, ils aient leurs expressions. Alors ça peut être des mosquées d'un genre. Moi, je viens d'un pays en Suisse où mon père a créé un centre islamique. Il y avait une mosquée, il n'y avait pas de minaret, il n'y avait rien. C'était tout petit, c'était totalement ancré dans le paysage suisse. C'est un chalet, non? Pardon, c'était une sorte de petit chalet. Donc vous voyez, vous êtes bien au courant. Vous voyez, un petit chalet suisse, c'est très beau, c'est très mignon. Donc en l'occurrence, c'était ça. Il n'y avait pas cette idée-là. Mais par contre, là où vous devez, avec moi, avoir aussi une attitude qui était logique, c'est que partout où on a construit d'énormes mosquées cathédrales avec d'énormes minarets, c'est chaque fois que les pétromonarchies y ont mis de l'argent et que les pays occidentaux, dont la France, s'est tu parce que l'argent de ces pétromonarchies, ils pouvaient y construire des mosquées. Vous savez que la seule mosquée où il y a un minaret, où on peut appeler à la prière, en Europe, c'est au sud de l'Espagne, dans un lieu touristique où le roi d'Arabie Saoudite peut descendre et on peut appeler la prière. Il a les pétrodollars qui font taire les instances républicaines. Alors qu'est-ce que vous voulez dire finalement, que le minaret est le symbole d'une sorte d'appropriation de l'islam par les pétrodollars? Absolument pas. Je suis en train de vous dire que les pays occidentaux sont loin d'être cohérents dans leur gestion de cette... Oui, non, mais vous voyez, vous attendez des gages des citoyens, mais vous ne considérez pas les contradictions des États. Si, il y a un vrai problème politique. Il y a un vrai problème politique, c'est-à-dire que nos États aujourd'hui demandent aux citoyens de respecter des valeurs que eux, ces États, ne respectent même pas. Et le vrai problème pour nous aujourd'hui, c'est que la très grande majorité des citoyens français de confession musulmane n'ont aucun problème à avoir avec la loi et qu'ils n'ont aucun gage à donner, si ce n'est la perception et la compréhension de la sensibilité de la société dans laquelle ils sont. Alors parfois, et moi c'est là où je suis complètement d'accord, ça se gérera localement, entre des autorités locales, des maires, des responsables musulmans, pour faire des mosquées qui soient compatible avec le goût local. Ça, c'est possible. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est possible et c'est souhaitable? Bien sûr. Tariq Ramadan, je reviens à la burqa. Comment s'est passée votre audition auprès des députés français? Vous avez peut-être pu la voir sur Internet. Moi, j'ai été invité par le président et le vice-président. J'allais pour parler de ceci. Je me suis retrouvé en face, toujours la même chose, d'attaques personnelles sur mon double langage. Mais pourquoi avez-vous été invité, à votre avis? Parce que je pense qu'il y a quand même, à l'intérieur du champ politique français, la reconnaissance qu'il y a une voix qui est entendue en France. Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'interviens en France, partout où je peux aller sur le territoire français, il y a une vraie écoute de la part des Français de confession musulmane. Et j'avais une position qui était assez claire, en fait. Je suis contre la prescription de la burqa et du niqab en tant que musulman, mais je suis contre la loi et je suis contre la méthode qui consiste à passer par la loi pour régler ce problème-là. Si une loi était adoptée, vous pensez que elle serait applicable? Est-ce que vous pensez que les policiers pourraient verbaliser des femmes dans la rue et leur faire payer une amende de 750 € comme l'a dit Jean-François Copé? Je veux dire, c'est complètement ingérable. Je veux dire, si Monsieur Copé maintenant est en train de faire un peu marche arrière, c'est parce qu'au niveau de l'UMP, on lui demande de faire pédale douce. Je veux dire, il y a des vrais débats internes. Et puis attendez, quand vous allez avoir ceux qui viennent des pays du Golfe, avec des femmes, parce que c'est dans cette tradition salafie que vous avez le plus de... Vous allez faire comment quand elles descendent de l'avion? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que c'est que ça va être? On va toucher du doigt les contradictions, puis ensuite on va verbaliser qui? Je pense qu'aujourd'hui, on va mettre les hôtels de luxe sur la loi. Je veux dire, c'est pas très sérieux. Vous pensez qu'il n'y aura pas de loi maintenant? Non. Aujourd'hui, je pense que les membres de la commission sont très mal
parce qu'effectivement, ils voient bien qu'on est dans des situations. Donc, on va essayer de trouver une voie médiane où les uns n'auront pas perdu la face parce qu'une décision sera prise sur une sorte de quelque chose qui est entre la loi et un décret ou une sorte de... La résolution, c'est très bien, puisque maintenant le Parlement peut prendre des résolutions. Pourquoi pas? Encore faudra-t-il que les termes soient soigneusement pesés, parce que... Tariq Ramadan, on va parler de ce débat sur l'identité nationale. Éric Besson a lancé ce débat. Le ministre de l'Immigration affirme que son site internet a reçu plus de 50 000 contributions, ce qui serait le signe que ce débat intéresse les Français. Vous avez dans votre livre une belle formule pour décrire, vous, votre identité, Tariq Ramadan. Vous nous la rappellerez peut-être. Mais d'abord, est-ce que la France traverse une crise identitaire aujourd'hui, une crise qui pourrait être réglée par ce débat ? Je pense que toutes les sociétés occidentales et les sociétés européennes en général, comme la société française, traversent une vraie crise d'identité. C'est-à-dire on se pose véritablement la question de ce que nous sommes, de ce que nous allons devenir. Pour 1000 raisons. D'abord, pas simplement par la présence des Français de confession musulmane, mais par la globalisation, par l'Europe. Je veux dire, par l'immigration. Aujourd'hui, nous savons une chose qui est totalement perturbante sur le plan factuel, quand on regarde les chiffres. C'est que l'Union européenne nous annonce qu'il n'y aura pas de survie économique sans l'entrée en Europe de 20 millions de travailleurs. Et en même temps, ces 20 millions de travailleurs, ils vont pas venir de l'Europe de l'Est, on le sait maintenant. Ils vont sans doute venir, et essentiellement venir, soit d'Asie, soit de l'Afrique. Avec la Chine également, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de présence. Donc on a une nécessité économique et une résistance culturelle. C'est la quadrature du cercle. Donc on est en face d'un vrai problème. Tout cela s'ajoute à une présence de musulmanes et de musulmans. Et ça, c'est essentiellement ça qui est en train de se poser comme question, c'est-à-dire cette nouvelle visibilité dont on parlait. Tous ces facteurs-là développent des vraies crises, des vraies perceptions. Et plus on a des doutes sur ce que l'on est, plus on a peur de ce que l'on n'est pas, et en particulier de cette nouvelle visibilité. Donc on est, ajouté à cela, que de l'autre côté, si je puis dire, les Français ou les Européens de confession musulmane traversent aussi des crises identitaires qui sont extrêmement difficiles à gérer. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'allons-nous devenir? Donc la crise, elle est là. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère le problème? Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est en instrumentalisant cette question juste avant des élections régionales. Je ne crois pas que c'est en posant ces termes-là. Et je pense que Marine Le Pen d'abord et puis son père, après coup, ont raison de se réjouir de ce débat-là. Parce qu'en fait, Monsieur Besson a posé en termes culturels ce que l'extrême droite a toujours posé en termes économiques et politiques. À savoir, d'abord, la France aux Français. C'était l'argument économique et l'argument politique. Mais Éric Besson se défend de viser les musulmans et les immigrés par ce débat. Il dit que ça concerne aussi d'autres sujets. Mais attendez, depuis le départ, je veux dire, soit on est naïf et complètement stupide, soit on ne voit pas où porte le débat. Je veux dire, aujourd'hui, les réactions qu'il a, c'est un débat qui a produit de la division en France, il a produit de la division dans son camp, il a produit de la division dans la gauche. Et effectivement, aujourd'hui, il apparaît que c'est une stigmatisation d'une partie de la population. Mais alors, puisque vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une crise d'identité et en même temps, vous ne souhaitez pas qu'on parle de l'identité. Si vous voulez, on a deux solutions. Soit on parle de l'identité sur la défensive et on la réduit, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'identité française, puis on fait une liste. Voilà les caractéristiques. Soit on développe un autre type de rapport qui est un rapport à la diversité, ce que la France est en train de devenir et d'être, parce que la France a changé. La France, ça n'est plus. Ça se développe à travers ce débat, c'est-à-dire qu'effectivement, de manière très maladroite et parfois périlleuse, sulfureuse, mais moi j'ai lu les contributions là qu'il y avait sur le site, les 50 000 contributions, je les ai parcourues. C'est assez édifiant. Effectivement, ça concerne quand même très largement l'immigration et l'islam, contrairement à ce que dit le ministre. Il y a des craintes. Elles sont pas toujours, il n'y a pas toujours de l'hostilité. Il y a des craintes. Et elles portent, ça revient au débat tout à l'heure, elles portent aussi sur la loyauté. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui se demandent quelle est la part de diversité acceptable qui ne mettra pas en cause, à un moment donné, la loyauté. La loyauté, qu'est-ce qu'on peut attendre à minima, la question s'adresse à Monsieur Ramadan, qu'est-ce qu'on peut attendre à minima des gens qui vont sceller en fait leur appartenance à un même pays? Quelle est la loyauté? Quel va être leur ressort principal? Et aujourd'hui, pour ramener la question à l'islam, certains se demandent si l'islam n'est pas une identité plus présente, qui pourrait être supérieure dans la façon dont elle pourrait guider certains individus aux règles de la nation, par exemple.